Merci beaucoup pour la parole. Je vais vous présenter très rapidement notre étude sur les populations à haut risque en République centrafricaine. Parmi les populations à haut risque d'acquérir et de transmettre l'infection à VIH, on peut citer entre autres les populations clés universelles qu'on connaît, les populations clés spécifiques, que la liste est très longue, mais notre étude s'est focalisée uniquement. Voilà, le panorama. Absent. Tout en haut, menu diaporama. Sinon, il y a voilà. C'est focalisé sur les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et les travailleurs de sexe, puisque selon la littérature, la prévalence de l'infection VIH est très élevée parmi ces deux populations. Malheureusement, en République centrafricaine, il y a une absence de données objectives qui pouvaient permettre de mettre en place des interventions ciblées en faveur de ces groupes qui sont stigmatisés et vulnérables. C'est ce qui nous a motivés à mener cette étude pour identifier ces corps groupes qui sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec les autres hommes et les travailleurs de sexe en Centrafrique, afin de proposer une intervention ciblée de prévention et de prise en charge. La méthodologie s'est basée uniquement que sur les pères éducateurs des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et également des travailleurs de sexe qui ont, en sensibilisant, cartographié les sites de rencontre de ces deux groupes et les a sensibilisés à fréquenter le centre de référence, là où on a mené notre enquête. Nos résultats ont montré très rapidement que ce sont des populations qui sont hautement infectées. La prévalence du VIH chez les travailleurs de sexe est 6 fois plus élevée, 19,1%, 6 fois plus élevée que la référence nationale. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que lorsqu'on prend ce groupe de travailleurs de sexe, c'est un groupe fortement hétérogène, ce n'est pas homogène. À l'intérieur, la prévalence est très variable, différenciée selon les catégories. Et également, chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, le jeune âge et également les antécédents des infections sexuellement transmissibles étaient très élevés parmi ces populations des HSS, et la prévalence du VIH est également très élevée à 24% parmi les HSS. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette étude est au fait la première à démontrer ce corps groupe des homosexuels en République centrafricaine, à Bangui, en contexte de stigmatisation sociale et de vide juridique, comme a été démontré par les collègues ici. Sur ce groupe, on peut très rapidement dire qu'il y a une précocité des rapports sexuels dans la sexualité parmi les homosexuels masculins en République centrafricaine. Et la plupart de ces populations méconnaissent les facteurs de risque, et de protection, et la prévalence du VIH, comme nous avons dit, est très élevée. Ils sont souvent victimes d'exclusion et de marginalisation. Mais cet aspect n'a pas été étudié en profondeur dans notre étude. En ce qui concerne les travailleurs de sexe, nous avons fait la démonstration que c'est une activité ou pratique assez fréquente, et il y a aussi cette hétérogénéité. Lorsqu'on parle de travail de sexe, à l'intérieur, il y a plusieurs typologies qui a été démontrée par les autres auteurs, notamment Nicolas Nago au Burkina Faso, qui a fait les 6 catégories, et ce que nous avons aussi fait dans notre étude à Bangui. En ce qui concerne plus particulièrement les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, on peut toutefois discuter. Est-ce qu'il y a une exploitation sexuelle? Parce qu'en République centrafricaine, il y a tout un panorama des intervenants dans cette pratique. Il y a 20 000 hommes des Nations Unies qui sont là, avec des cultures différentes, la pauvreté extrême de la population, et puis cette jeune âge qui est en contact avec ça, on peut dire que c'est peut-être une exploitation, ou c'est une prostitution volontaire, ou c'est des cas de violence sexuelle. C'est des questions que nous posons, qui font l'objet également d'autres études plus avancées du point de vue social. Pour conclure, dans notre étude, nous avons malheureusement identifié 27% des femmes qui sont impliquées dans le travail de sexe qui ont moins de 18 ans, qui ne peuvent pas porter le nom de travailleurs de sexe,
parce que la terminologie en anglo-saxon, c'est les women who want sex, qui vendent le sexe, mais en français, c'est difficile, on ne trouve pas. Mais c'est une exploitation sexuelle. Est-ce que la question que nous sommes posée, c'est que est-ce qu'il y a des proxénètes derrière cette pratique et après tout, ces jeunes femmes, très jeunes femmes là, ont besoin des interventions spécifiques de santé reproductive, de prévention, et surtout, les homosexuels très jeunes ont besoin d'un encadrement particulier dans ce contexte d'épidémie à VIH. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour ces informations, mais j'ai envie juste de dire que 30 ans après l'épidémie, on a bien compris que dans notre région, dans notre continent, comme de partout, l'épidémie, elle est autochtone. Donc, elle n'est pas importée, ça ne sert à rien de renvoyer la balle vers les autres. Non, je ne parle pas de l'épidémie. Je pense qu'on a dépassé ce dialogue. De la pratique de l'homosexualité où on a trouvé plus de jeunes garçons. Oui, mais c'est ça. On n'a pas besoin, même par rapport à ça. C'est des questions qu'on veut poser pour que... Même par rapport à ça, le réservoir est autochtone. Il est autochtone, c'est établi. Je sais pas la pratique. Peut-être qu'il y aura des réactions dans la salle. Ouais. Oui, enfin, je voulais poser une question pas par rapport à cela, mais par rapport à la prévalence que vous avez observée chez les travailleuses du sexe. Vous avez montré des prévalences extrêmement différentes. C'est la diapositive l'avant-dernière, oui, ou l'avant-avant-dernière. Et je voulais juste vous demander si vous pouvez commenter, parce que c'est vraiment des niveaux extrêmement... Voilà. Lorsque nous avons fait cette typologie, il ressort qu'il y a deux grandes catégories des travailleurs de sexe. Il y a ceux qui ont déclaré le travail de sexe comme leur principale activité de revenus. On les a classés comme les travailleurs de sexe professionnels, entre guillemets. Et ceux qui ont d'autres activités, mais qui font le travail de sexe à côté, on les appelle les travailleurs de sexe clandestins. À ce niveau, déjà, il y a une différence en termes de prévalence. À l'intérieur de ces deux groupes, il y a d'autres sous-catégories qui existent. Par exemple, si vous prenez la catégorie qui sont dites professionnelles, à l'intérieur, il y a les jeunes femmes qui vendent les fruits et légumes dans la rue et qui sont hautement infectés. Et également d'autres catégories qui sont dites professionnelles, qui sont les cadres qui travaillent plutôt dans les quartiers périphériques très pauvres de la ville, ont une infection très élevée. Contrairement aux prostituées dites professionnelles qui travaillent en ville, aux alentours des grands hôtels, qui fréquentent de façon sélective les partenaires sexuels de type blanc ou des fortunés, ont une prévalence très faible. Donc voilà ce que je peux dire pour différencier ces catégories-là. Oui, allez-y. Oui, bonjour monsieur. Si j'ai bien compris... Parlez bien. Ouais, bien. Non, mettez la bouche près du micro. Si j'ai bien compris, l'homosexualité dans la République centrafricaine est amenée par les 20 000 agents des Nations Unies. Non, je n'ai pas dit ça. Ah bah non, si, ne dites pas ce que j'ai dit. J'ai entendu la même chose. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit... Je vous pose une deuxième question, oui. Vous me répondez aux deux. C'est juste pour vous dire que, bon, on sait que c'est autochtone, ça suffit de dire qu'il n'y a pas d'homosexualité en Afrique. Il y en a partout, comme partout. La deuxième question, vous parlez de prostituées professionnelles par opposition aux clandestines. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui travaillent dans des bordels, qui ont une carte de l'État, du gouvernement, et les autres ne l'ont pas? C'est généralement dans cette situation qu'on parle de clandestine et de pas clandestine. Merci. À la première question, ne dites pas ce que nous n'avons pas dit. Non, nous n'avons pas dit que nous n'avons pas l'intention de stigmatiser les Nations Unies. Nous l'avons dit juste que dans notre étude, nous avons eu à recruter, à identifier des très jeunes garçons qui sont là, qui sont dans la pratique, mais qui sont hautement infectés. Nous avons posé la question de façon, en tout cas une interrogation, est-ce qu'on peut déjà commencer à explorer pour voir... Parce que la République centrafricaine est une situation assez particulière, les gens sont extrêmement pauvres. Ils sont extrêmement pauvres, la pauvreté est tellement criante. Est-ce que ça peut être la cause? C'est une question que nous avons posée, mais sans pour autant stigmatiser les Nations Unies, les forces des Nations Unies, voilà. Pour la deuxième question, c'est que les maisons closes, la légalisation de la prostitution n'est pas en République centrafricaine. Il n'y en a pas.
Mais notre questionnaire a été adressé à ces jeunes femmes. Ils se disent que ma profession à moi, ma première revenu est le travail de sexe. C'est la raison pour laquelle on met entre guillemets les professionnels. Voilà. C'est ça ce que... ouais. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? On Merci, a le temps pour une dernière. Oui. Ok, je pense que la question des Nations Unies, c'est important parce que la situation sécuritaire en Centrafrique et puis la pauvreté qu'il a relevée, ça fait qu'il y a un gros contingent des Nations Unies qui est là et puis bon, c'est des facteurs favorisant le frottement entre, disons, les Nations Unies et les populations pauvres et qui peuvent entraîner un certain nombre de situations. Alors, en ce qui concerne la situation en Centrafrique, je voulais demander, est-ce que vous êtes intéressé dans votre catégorisation aux populations déplacées internes? Parce que aux populations déplacées internes. Parce que c'est un cas vraiment spécifique en Centrafrique. Dans beaucoup de villes en Centrafrique, il y a des populations déplacées internes. À Bangassou, à Zemio, ainsi de suite. Voilà, merci. Oui, la population déplacée interne a été l'objet d'une autre enquête à part. Mais ça, nous sommes focalisés que sur ces deux populations-là. Mais on a travaillé également sur les populations vulnérables. Lors de ces symposiums, on a présenté les premiers résultats que nous avons faits au niveau des populations déplacées. En ce qui concerne le dépistage, l'accès aux soins, tout ça, on a travaillé sur ça. Mais sur cette étude, on s'est focalisé sur ces deux populations-là. Merci beaucoup. Donc, bon, alors une dernière, parce qu'on n'est pas tout à fait à 17h, et puis on va conclure. Merci. Juste pour que je suis sûr que je comprenne. Est-ce que vous avez posé la question à ces jeunes garçons dont vous parlez, s'ils ont eu des relations avec des soldats des Nations Unies ou pas? Non, le constat, c'est que vous avez lu dans la presse, hein, ce n'est pas quelque chose à cacher. Pour avoir le sexe, il suffit juste de vous donner 2 boîtes de sardines. Mais notre questionnement, c'est juste pour susciter une piste d'études socio-anthropologiques où ça se tourne. Nous sommes médecins, nous les avons reçus à l'hôpital, dans notre centre. Nous avons appliqué notre questionnaire pour avoir ces résultats-là. Mais d'autres chercheurs, sociologues, anthropologues pouvaient en tout cas s'occuper de ça, de ces aspects-là. Mais dans la presse, ce n'est pas quelque chose à cacher. Pour un morceau de pain, on peut avoir un rapport sexuel. Mais est-ce qu'il y a un mouvement associatif sur le terrain pour la Oui, prévention? on a travaillé avec eux. D'accord. Et ça commence à donner des résultats? Oui, ça commence à donner des résultats. Ils sont très impliqués. On les a même organisés, tous les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes en association. Parce qu'ils peuvent bien se prostituer tout en se protégeant, Oui, s'ils c'est ont faim. possible. C'est la protection qui importe. Oui, qui est important.